on est ensemble. D'ailleurs, vous attendiez, on en a parlé, hein, toute la semaine, on a été ensemble pour des conférences. On s'est dit, on va se retrouver vendredi pour parler risque incendie. Et je peux vous dire qu'il y a du monde qui attendait cette conférence, parce que c'est des sujets qui ne sont pas suffisamment traités, mais on a la chance, Jean, de les traiter ensemble à peu près tous les ans. Et donc, c'est un grand plaisir. Alors, on va parler de nouveaux risques incendies en copropriété. Et on va traiter effectivement ce sujet-là. On va parler des IGH, hein, encore un acronyme, hein, les immeubles de grande hauteur, vous voyez ITE, isolation thermique par l'extérieur. On est dans ce cycle copropriété. Un petit logo avec les partenaires, et merci à vous d'être présents. Et puis on a fait un petit trombinoscope. Voilà, on n'a pas toutes les photos de tout le monde, mais un petit trombinoscope. Mais on va faire plutôt un tour de table des différents intervenants directement. Peut-être, qui est-ce qui veut commencer? Les gens. Bonjour à tous, donc merci d'être présents. Donc je suis Jean Gaillaud, gérant du bureau d'études MJ2L Consult, notamment spécialisé en sécurité incendie. Bonjour à tous, David Attès, président du cabinet Balzano, administrateur de biens à Paris, et avec certaines spécificités que l'on évoquera tout à l'heure. Donc les immeubles de grande hauteur, en l'occurrence, les établissements recevant du public, avec tout ce que ça comporte sur les items qui ont déjà été évoqués, décret tertiaire, bien évidemment, rénovation énergétique. Bonjour à tous, Jean-Paul Collot, je suis architecte et je travaille depuis quelques années sur les bâtiments existants. C'est la principale caractéristique de mon activité. Voilà, et Bernard, on va vous donner le micro. Merci. Et bonjour, je suis Bernard Guez, président du conseil syndical de la résidence Plein Ciel, qui est une grosse résidence dans le quartier des Gobelins. 380 appartements, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, on a un tour de table aujourd'hui ensemble qui est représentatif de la copropriété. Merci Jean d'avoir co-organisé hein, cette conférence sur ce sujet sécurité incendie et les nouveaux risques en copropriété. Alors on avait dit peut-être qu'on commencerait par effectivement un tour de table, un tour d'horizon, en tout cas sur ce sujet, et puis repositionner les choses d'un point de vue réglementaire. Oui, tout à fait, oui. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, MJ2L Consult, on intervient dans différents domaines, notamment en sécurité incendie, pour travail de bureau d'études, d'audit et de cahier des charges de CCTP, donc sur ces sujets-là. Quand on avait réfléchi avec Xavier à l'organisation de cette conférence, on s'était effectivement dit qu'il serait intéressant d'évoquer et d'échanger ensemble sur les risques, en tout cas les nouveaux risques, alors en copropriété évidemment, mais ça concernait aussi, sur un plan plus large, d'autres établissements. Comme vous le savez, en France, on a une réglementation qui est exigeante et qui, pour certains, diront d'ailleurs qu'elle est contraignante, mais en tout cas, elle permet de maintenir un niveau de sécurité relativement satisfaisant, ou je dirais même satisfaisant. Et évidemment, on ne va pas traiter un bâtiment d'habitation de 2 étages de la même manière qu'un établissement recevant du public ou alors qu'un immeuble de grande hauteur. Donc on va retrouver dans ces réglementations et dans ces référentiels un certain nombre d'exigences, de normes à respecter, de règles à respecter. Et en fonction de ces référentiels, on a un niveau de mise en sécurité qui est adapté en fonction de l'établissement. Vous avez évidemment des normes qui s'appliquent sur ces référentiels et qui permettent quand même d'éviter des situations graves, je dirais, comme vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire un feu généralisé, où là on a bien compris qu'on ne peut plus faire grand-chose et pour le coup les services de secours interviennent et c'est à eux d'intervenir. Les concepteurs, les architectes, les bureaux d'études ou les usagers, on a bien compris que ce n'est plus du tout dans leur périmètre et pour le coup c'est aux services de secours d'intervenir. Néanmoins, au préalable, ces bâtiments, comme je vous l'indiquais, ont reçu en tout cas un référentiel, ont respecté un certain nombre d'exigences et comme je l'indiquais, on a quand même une protection des usagers qui est importante et évidemment, et on dit souvent, protection des biens et des personnes. Pour autant, on s'est posé la question sur les nouveaux risques qu'on peut aujourd'hui observer
que vous avez tous constaté sur les réseaux sociaux. Alors dans ces nouveaux risques, on a évidemment les risques du quotidien et les nouveaux risques du quotidien. On a les chargeurs de téléphone, les batteries de vélo, les chargeurs de portables. Donc ça, c'est de l'usage quotidien. Vous imaginez bien également que, vu le million d'utilisateurs, on accentue ce risque. Et ce risque, finalement, il n'est pas forcément toujours bien encadré par les règlements, puisqu'on vient ajouter à ce qui existait déjà ces nouveaux risques. Dans ces nouveaux risques, là on parlait sur un usage quotidien, on retrouve également, je dirais, les locations saisonnières. Par exemple, on va l'évoquer peut-être tout à l'heure, les locations saisonnières, où on met dans un environnement pas toujours adapté des personnes qui ne maîtrisent pas justement le bâtiment et l'environnement. Donc ça fait aussi partie des nouveaux risques et on ne sait pas toujours forcément comment les gérer. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle tous les travaux qui vont être réalisés ces prochaines années, notamment sur les bilans thermiques, liés au bilan thermique, aux audits énergétiques, aux ITE qu'on va développer tout à l'heure avec nos partenaires. Et donc, on vient encore ajouter à ça ces risques, de nouveaux risques. Alors, pour ces derniers, pour les ITE notamment, bon, on va reparler un peu plus en détail, mais on a par exemple des nouveaux produits qui vont arriver sur le marché ou qui arrivent sur le marché, et auquel cas, on doit gérer ça, évidemment, avec des spécialistes, avec éventuellement l'administration dans certains cas. Mais pour le coup, voilà, il y a en tout cas un regard qui doit être porté, qui doit être particulier sur ces éléments-là. Mais pour le coup, là, on peut estimer que c'est assez cadré, et puisque dans de tels projets, on est quand même assez bien entouré. Je reviens sur la location saisonnière, où là, c'est vrai qu'avec, notamment en copropriété, avec les syndics, il y a des échanges sur ces sujets-là, puisque ce n'est pas forcément autorisé par le règlement de copropriété. Et dans certains cas, on a à mettre en place de l'information, et dans d'autres cas, à interdire pour certains établissements ce type d'exploitation. Pour le premier cas que je vous indiquais, et qui est plutôt de l'usage, on va dire, courant, donc ce que vous voyez, hein, les chargeurs, les batteries, les batteries de vélo électriques, là pour le coup on a de réels sujets au quotidien, puisque on doit déjà en tant qu'usager s'assurer qu'on achète du matériel qui est conforme, on l'utilise correctement, c'est-à-dire qu'on ne vient pas brancher tout ça sur des multiprises, on s'assure qu'il n'y a pas un échauffement anormal. Ça, je dirais que c'est ouvert à tout le monde, c'est nous tous, hein, usagers du quotidien. Et pour le coup, l'action principale, c'est d'être vigilant sur ces sujets-là. Et pour terminer, sur la partie, on le voit sur l'écran, sur la partie vélo électrique et éventuellement trottinette électrique, on a aussi au quotidien certains sujets, puisque nous, lors de certaines commissions de sécurité, notamment en immeuble de grande hauteur, on a eu à gérer des interdictions, tout simplement, ou en tout cas des remarques des commissions de sécurité sur le fait qu'on met en place dans certains locaux qui ne sont pas adaptés à cet usage de tels éléments, donc que ce soit les vélos électriques et autres. Donc vous voyez bien qu'au quotidien, on a une réelle incidence sur la vie de tous les jours, mais également d'un point de vue de responsabilité des copropriétés, on a en tout cas apporté un regard particulier sur certaines situations qui peuvent avoir une réelle incidence en termes de responsabilité pour ces copropriétés-là. Je reviens sur la partie ITE, donc je vais laisser ensuite la parole à David Dattez, mais sur la partie ITE qui est de la même manière un élément important, alors qui s'inscrit dans un cadre de projet global, de travaux global, et généralement encadré par des spécialistes. Donc qu'on va voir ensemble sur ces particularités de mise en œuvre. Voilà. Voilà, merci. Il y avait une autre diapo, voilà, une autre diapo avec les coordonnées. Alors, cher public, vous savez, on fait un petit deal. Vous avez les diapos. En fin de conférence, vous recevrez un questionnaire de satisfaction. Vous répondez au questionnaire de satisfaction et en contrepartie, on vous renvoie les présentations. Voilà, on peut enlever juste cette diapo. Alors, David, pour continuer effectivement parce que vous êtes syndic et vous êtes beaucoup sur la rénovation énergétique, et donc l'isolation thermique par l'extérieur. Et donc là, il y a aussi des éléments à prendre en considération. Oui, pour reprendre les propos déjà de Jean Gaillaud sur les nouveaux risques, il y a une partie des nouveaux risques que l'on pourra gérer, traiter, puisque nous avons quand même
en France une réglementation assez rigoureuse sur les nouveautés afin d'éviter l'endiguement et la difficulté qui pourrait être rencontrée. Nous avons des nouveaux risques auxquels plus de difficultés nous entravent dans la mesure où l'encadrement n'est peut-être pas encore pleinement établi et défini. Et puis, je pense que nous avons aussi des nouveaux risques auxquels nous n'avons pas encore été confrontés. L'exploitation, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, je pense que ceux qui nous écoutent sont pleinement et intimement plongés et immergés dans cette problématique qui reste aujourd'hui un nouveau risque, mais on va reprendre la genèse de cette conférence, qui est qu'effectivement le premier ou les premiers nouveaux risques que nous pouvons traiter, ce sont ceux qui sont connus ou qui sont en capacité d'être contrôlés en amont, tels que l'isolation thermique par l'extérieur, donc en copropriété. Et encore une fois, je souligne et mets en exergue quand même ce qui a été dit par M. Gaillao, c'est quel que soit l'immeuble, le risque est le même, qu'il soit de 2 étages ou 35 étages. Globalement, un immeuble en copropriété, même s'ils sont tous différents, je l'ai déjà dit l'année dernière, le risque est le même. Et parfois, et souvent, nous avons moins de difficultés, je rencontre moins de difficultés sur les immeubles qui, de par leur statut, immeubles de grande hauteur ou établissements recevant du public qui sont très encadrés, moins de difficultés à rencontrer ou à pouvoir cadrer ces fameux nouveaux risques et surtout d'éviter que nous y soyons confrontés. Donc sur l'ITE, pour refaire l'ensemble, pour redérouler sur le sujet, donc effectivement, le législateur a déroulé un certain nombre de normes, de diagnostics permettant, en principe d'entonnoir, d'arriver à un statut, de dire une classification énergétique, de dire aux copropriétés et aux copropriétaires bien évidemment ce vers quoi ils devaient tendre pour réduire leur consommation énergétique certes et l'impact sur l'environnement d'autre part. Donc en ce qui nous concerne et ce qui me concerne sur la rénovation énergétique et sur des immeubles de grande hauteur, globalement la base est la même que toute autre copropriété, puisque avant d'être IGH, c'est une copropriété. Reprendre tous les diagnostics, je pense que ça n'a pas trop de sens. Maintenant, la réelle difficulté ici présente, mais je pense que c'est important de se faire accompagner, se faire assister par des gens dont c'est la spécialité et qui détiennent la compétence, pour qu'à la fin, in fine, nous soyons dans une perspective et une prospective du résultat attendu, à savoir de changer d'étiquette énergétique et d'être moins impactant sur l'environnement. David, est-ce que du coup, quand on fait la rénovation énergétique, on parle d'isolation thermique par extérieur, on isole, on met des nouveaux matériaux, et est-ce que, donc je parle à vous deux, hein, est-ce que ça peut arriver que finalement, on avait un bâtiment relativement sain d'un point de vue, là on parle de sécurité incendie, hein, d'un point de vue sécurité incendie, il était en pierre, il n'y avait pas trop de risques, et puis du coup on met une isolation thermique par extérieur, et là on crée une faille en termes de sécurité incendie. Alors peut-être Jean voulait... Oui, alors il faut regarder les matériaux, voilà. C'est quoi les points de vigilance Voilà, alors après on laissera l'architecte développer là-dessus, mais globalement... En théorie, ça n'arrive pas, puisque si on est bien entouré, on a un architecte, on va avoir un organisme agréé, on va avoir un certain nombre de spécialistes, et donc on va évidemment sur ces nouveaux produits se faire valider ces produits par l'organisme agréé, voire éventuellement obtenir un avis de chantier, c'est-à-dire une mise en œuvre, si la mise en œuvre elle est spécifique, obtenir un avis de chantier. Et donc globalement, on ne va pas dégrader la situation d'un tel établissement en cours de travaux. Par contre, si on n'est pas vigilant, effectivement, et si on n'est pas bien entouré, si on ne respecte pas tous ces process, voilà, on peut avoir un risque et à la fin de ne pas se faire valider. Alors là, je parle sur la partie sécurité incendie, de ne pas se faire valider ces travaux parce qu'il y aurait eu des non-conformités qui n'auront pas été vues au préalable.
Alors, David, pour compléter effectivement les propos de Jean Gaillaud, quand on parle de nouveaux risques, il faut savoir qu'une rénovation énergétique prend du temps, avant, pendant et après. Alors, je vais m'affranchir de avant, parce que je pense qu'il y a plus compétent que moi pour dérouler. Je pense que les différentes étapes de votre circuit ont pu apprécier et appréhender ces items-là. Sur le pendant, et c'est là où effectivement, quel que soit l'immeuble d'ailleurs, et j'insiste lourdement, quel que soit l'immeuble, c'est que nous aggravons quelque part par un apport calorifique complémentaire, les déchets de chantier, etc., etc. On aggrave la situation à l'instant T, et c'est celle-là à laquelle il ne faut surtout pas échapper, et très rigoureux dans l'encadrement des opérations qui, encore une fois, les nouveaux risques sont déjà là dans ce déroulé de l'opération, parce que vous avez des acteurs qui n'ont pas forcément notion ou connaissance ou compétence à maîtriser ce que peut être un chantier de cette importance, parce que vous apportez beaucoup de matériaux, donc beaucoup de déchets, beaucoup d'emballages, etc., etc. C'est ça, on fait rentrer dans le bâtiment des personnes qui sont moins habituées au bâtiment, avec les risques qu'il avec peut y tout avoir. ce que ça comporte, et surtout sur les matériaux et le matériel. Voilà. Au-delà du fait, parce qu'en amont, ça a été contrôlé, breveté, certifié. Bon an, mal an, il n'y a pas trop de sujets. Mais le pendant, c'est un risque à lui tout seul. Oui, c'est la gestion finalement, c'est la gestion des travaux qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans n'importe quel établissement, sur le fait que pendant les travaux, on va être pour le coup moins vigilant sur certains sujets, moins regardant sur d'autres, et on va effectivement, comme ça a été très bien dit, apporter des éléments supplémentaires, et ces éléments supplémentaires, en cas de sinistre, vont contribuer à développer le sinistre dans un cadre beaucoup plus important. Donc c'est cette vigilance-là, effectivement, dans le cadre des travaux qui est à renforcer. On va continuer là, le tour de table et puis on y reviendra. Jean-Paul, vous êtes intervenu sur une tour, vous avez fait d'ailleurs on va montrer la photo, mais voilà, sur la tour Verdi, sur un immeuble de grande hauteur sur lequel il y a eu une grosse rénovation énergétique. Là. Elle est en cours. Hein. C'est en cours. Et vous allez intervenir. Donc, et donc là aussi, vous allez nous décrire ce projet, ce chantier, parce qu'il y a des obligations à respecter, il y a des agréments à demander. Voilà. Bien sûr. C'est un projet qui, comme l'a dit David tout à l'heure, est long à préparer. Et il faut absolument qu'il soit bien préparé. Les risques, en fait, c'est dans l'impréparation. Et si on suit bien tous les process, qu'on fait bien tous les diagnostics affinés, parce que quelquefois ils ne sont pas suffisamment fins et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été oubliées. Les diagnostics sont importants. Il faut connaître le bâtiment, il faut avoir tous les documents de la vie du bâtiment, et il faut aussi regarder l'intérieur du bâtiment quand on fait une rénovation énergétique. Parce que c'est très bien, on va créer une nouvelle enveloppe dont l'objectif est tout de même de diminuer au maximum le risque. On n'est pas là pour apporter des risques. Et toutes les normes, tous les dossiers administratifs auxquels il faut satisfaire font que finalement on est sur des risques extrêmement maîtrisés. Juste pour le décrire, parce que vous êtes rentré dans le vif du sujet directement, vous connaissez par cœur ce bâtiment, mais nous on ne le connaît pas. Alors il y a combien de logements? Alors il fait quelle hauteur? C'est une tour de 32 étages. Qui fait 95 mètres, et qui, il y a 220 logements. Oui. Ce n'est pas un immeuble énorme. Et qui est situé à quel endroit? Avenue de Choisy, dans le 13e. Ça fait partie il fait partie d'un ensemble immobilier que l'on appelle Paris-Italie. Ouais. Il dépend de cet ensemble où sont présentes d'autres tours également que certains connaissent, et lui-même fait partie d'une autre entité, l'UZMC, donc Paris-Italie, Paris-Choisy. Bon. Sur le plan technique, c'est pas difficile de faire une isolation thermique par l'extérieur. Là, on s'est rajouté
sur ce projet-là, on s'est rajouté un challenge un petit peu plus difficile, puisque si vous voyez les photos, la façade n'est pas lisse du tout. D'habitude, les façades sont assez lisses. Et chaque fois qu'on a des protubérances, que ce soit des balcons ou comme là des modénatures de décoration, à chaque fois ça crée des problèmes pour la continuité de l'isolation. Donc on a beaucoup travaillé pour trouver les solutions. J'avais même entendu dire que des confrères avaient dit que ce n'était pas possible. Donc on a monté un projet qui a été très long. Ça, il faut savoir que c'est long. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va gérer ces chantiers à la fois dans la préparation. Il faut pratiquement 1 an de préparation quand le chantier est décidé. Et puis, il faut, après, là, pour ce bâtiment, c'est 18 mois de travaux. Les risques sont assez faibles finalement. On a une augmentation bien sûr, mais les matériaux que l'on propose, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des nouveaux matériaux, on propose de la laine de roche, il n'y a rien de plus ancien et de plus connu, ouais. Mais oui, mais il n'y a rien d'autre, ouais. Pratiquement. Parce que tous les autres matériaux ont des réactions qui sont peut-être pas tellement adaptés, utiles. Vous voulez dire sur un immeuble de grande hauteur, oui. Comme celui-là, oui. Finalement, on n'a pas trop d'autre choix que de mettre de la laine de roche si on veut respecter la réglementation. Parce qu'il faut être au minimum de choses. Et puis, si vous voulez, vous avez des isolants, bien sûr, avec des billes de verre ou des choses comme ça, mais ils ont des variations dimensionnelles qui font que ça ne fonctionne pas. Ça risque de ne pas fonctionner. Donc, on n'est pas là pour prendre des risques. Tant sur le point incendie que sur la conception du projet. Voilà. Donc, oui, on n'a pas, à ma connaissance, et puis si vous voulez, on fait avec l'immeuble de grande hauteur, on a un dossier à soumettre à la préfecture de sécurité, à soumettre à la préfecture de police, et là, les innovations sont pas très, très, très bien vues. C'est pas là qu'il faut les faire. Jean, oui, une petite remarque. Non, c'est vrai. Disons, quand on reste dans la règle et dans la norme, il n'y a pas un grand problème. Voilà. Si on veut sortir un peu de ça, c'est compliqué de se faire valider certains dossiers. Et c'est justement pour ça que je disais que, bon, dans le cas précis, il n'y avait pas forcément d'innovation, mais on sait que demain, il va y avoir des nouveaux produits qui vont arriver, très certainement, dans les années qui viennent. Et là, pour le coup, il y aura vraiment une vigilance particulière et il y aura aussi à se faire valider. Alors, je ne parle pas forcément pour les immeubles de grande hauteur, mais se faire valider ces produits-là par les différents organismes, mais effectivement, quelquefois par l'administration qui est toujours un peu réticente à innover, même si aujourd'hui, dans certains cas, on peut le faire. Innover, mais on sent bien qu'il y a une réticence, qu'on sort du cadre, et en règle générale, l'administration n'aime pas beaucoup sortir du cadre. Pour terminer, puis je vais passer la parole à Bernard, après on reviendra à vous. Oui. Pour terminer, vous faisiez part, quand on préparait cette conférence, la difficulté qu'il y a sur ces immeubles, c'est que les réunions de chantier, c'est pas 2-3 personnes autour de la table. C'est surtout pendant ça amène de la complexité sur les prises de décision. La période de préparation, il y a 5 bureaux d'études qui ont travaillé sur tous les détails et la présentation des détails pour constituer le dossier administratif. Entre les diagnostics, les bureaux de structure, les bureaux spécialisés dans les façades, ensuite les bureaux de contrôle, les laboratoires, il faut faire passer par un laboratoire. En plus, sur cet immeuble, on a découvert qu'il n'était pas aux normes. Donc, on a été obligé... Quelle norme Il y a une norme qui s'appelle le C+D, qui est la norme de protection incendie, qui est absolument intangible, et on s'est aperçu qu'il n'était pas respecté. Ah oui, donc... D'origine. D'origine, oui. Donc, Jean, C+D, alors juste pour... Oui, c'est pour éviter... c'est pour limiter la distance entre deux menuiseries. Voilà, exactement. Ça évite la propagation d'un étage à l'autre. En tout cas, ça la limite, plutôt. Et donc, il y a une règle qui est à respecter en fonction d'une distance, et en fonction des immeubles, cette distance varie.
Et pour le coup, sur cet établissement-là, si je comprends bien, si on ne l'avait pas à l'origine, ce qui peut d'ailleurs paraître étonnant, mais c'est vrai que ce sont... Et là, on a bien l'exemple dans de tels cas où là, on touche à la conformité finalement de la façade. Eh bien, il y a des... Donc c'était aussi des points de vigilance. Il y a des sujets qui ressortent, des sujets qui n'étaient pas forcément abordés auparavant, mais qui vont ressortir parce qu'on est dans un cadre de rénovation totale. Et là, pour le coup, il y a une conformité à respecter. Et ce que je disais tout à l'heure, à la fin, il y aura l'organisme agréé qui devra prononcer cette conformité et ensuite l'administration qui viendra réceptionner cela. Mais Jean-Paul, du coup, est-ce que ça peut arriver finalement, dans un projet de rénovation énergétique, la sécurité incendie amène une difficulté pour arriver à cette rénovation énergétique, puisqu'il faut respecter une norme et du coup, on a du mal à respecter cette norme? Non, c'est pas tellement ça, parce qu'on s'aperçoit que les apports énergétiques dus à l'isolation, quand on prend ces matériaux-là, est relativement faible. Donc c'est pas ça qui fait changer le classement, ou qui augmente la difficulté. Ouais. Non, c'est plutôt tous des détails du bâtiment existant qui font que on a des difficultés à aller jusqu'au bout des... C'est la complexité du projet. Voilà. On va y revenir. Alors Bernard, là, pour continuer avec vous sur ces sujets, vous êtes coprésident d'un conseil syndical. Coprésident, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de monde. J'imagine c'est un gros bâtiment dans un immeuble de grande hauteur qui s'appelle, si je ne me trompe pas, la résidence Plein Ciel. Et donc, vous avez commencé votre projet de rénovation énergétique avec un DTG. Et puis quand on préparait un diagnostic technique global, encore un acronyme de plus, qui est une obligation, et quand on préparait cette réunion, vous faisiez part de la nécessité de sensibiliser les occupants et donc d'amener les occupants aussi à prendre conscience de tous ces risques-là. Oui, alors très volontiers pour vous parler un peu de notre vécu dans cette résidence. Cette résidence comporte la tour que vous voyez, qui est une tour de 25 étages, avec des espaces communs sur les 2 derniers étages qui sont très importants par leur utilisation. Il y a 2 piscines, il y a une salle de sport, etc. Donc il y a beaucoup de mouvements. Et dans cette tour, il y a également le mouvement des 4 autres bâtiments, qui sont des bâtiments plus bas. Mais globalement, c'est une résidence qui comporte 380 logements et qui a une vie à l'intérieur de la résidence assez forte du fait des équipements que nous partageons. Ces équipements, vous voulez dire les équipements qui sont aux derniers étages? Je veux dire les étages supérieurs, un très grand jardin que vous ne voyez que partiellement là. Il y a en dessous une dalle avec un parking dans lequel nous avons conduit l'électrification pour effectivement les véhicules électriques. Donc c'est une résidence dans laquelle il y a beaucoup de mouvements et je vais y revenir, une difficulté, en tout cas non, pas une difficulté, mais un enjeu à faire adhérer tout le monde, d'une part à des usages pour vivre ensemble de façon harmonieuse, et puis des consignes en matière de sécurité et le respect de ces consignes en matière de sécurité. Il nous a semblé que la première chose à faire, le ravalement avait été fait, mais sans isolation thermique, parce que nous avons des balcons et le choix avait été fait de ne pas réduire la profondeur des balcons. Notre premier enjeu a été effectivement de conduire en 2022 un diagnostic technique global accompagné d'un plan pluriannuel de travaux. Donc pour y voir clair, tant au plan énergétique que sur l'ensemble de la résidence, sur notre programme de travaux sur les années à venir. Nous avons été construits en 70, 50 ans plus tard c'est le grand carénage, et donc tout d'une certaine façon est à reprendre. Et c'est très difficile pour des résidents avec des charges qui sont lourdes, c'est très difficile de savoir où mettre les priorités si on n'a pas une vision globale des arbitrages à mener. Nous avons mis au premier rang de nos priorités la sécurité incendie, mais la sécurité de façon générale. Nous avons fléché comptablement tous les investissements de sécurité que nous faisons pour qu'ils soient visibles dans nos charges. Et nous avons communiqué très largement dans des réunions d'information et dans les assemblées générales sur les priorités que nous nous donnions. Et en matière d'incendie, nous avons fait appel à MJ2L, à Jean Gaillao, qui est très au fait des enjeux de sécurité en matière de copropriété et avec lequel nous avons pu avoir un dialogue très fructueux et qui du coup nous a mis en très bonne position avec la commission de sécurité et la préfecture sur laquelle bien entendu nous sommes en contrôle.
Une fois que nous avons fait cela, il fallait aussi le faire accepter sur un plan financier. Une fois que nous avons donné de la visibilité, et donc nous avons engagé un très gros programme de réduction de nos charges, en prenant un certain nombre de décisions de fonctionnement, pour dégager des marges de manœuvre en matière d'investissement. Et nous avons pris l'engagement vis-à-vis de nos copropriétaires de ne pas maintenir, voire de réduire, la globalité de nos charges courantes et de nos investissements. Et cet engagement, depuis 3 ans, nous le tenons. Et nous avons en particulier dégagé de grosses marges de manœuvre sur nos charges de chauffage, en faisant depuis quelques années des investissements de calorifugage, puis aujourd'hui d'installation de régulation des chauffages, qui se sont avérés extrêmement utiles et productives. Une fois qu'on a fait comprendre ce que nous faisions, qu'on a identifié nos enjeux financiers, qu'on a donné de la visibilité et qu'on a défini nos priorités sur les 3 à 5 ans qui viennent, encore faut-il emmener tout le monde d'une certaine façon. Et là, je rejoins ce qui a été dit. La commission de sécurité, c'est une formidable aide. Nous sommes dans un immeuble dans lequel les normes et les contrôles nous permettent de savoir précisément ce qu'il faut faire pour avoir de la sécurité. Et nous avons décidé d'appliquer la même démarche sur l'ensemble de notre résidence. Et donc, nous menons cette même opération de contrôle sur tous les ensembles qui ne sont pas des immeubles en grande hauteur de notre résidence. Nous avons inscrit l'ensemble de nos règles de fonctionnement et d'accueil dans des livrets, un livret technique sur nos installations, que vous voyez peut-être, voilà, qui a été très largement distribué, et un livret d'accueil, de telle façon que nous avons beaucoup de mouvements dans cette résidence, de locataires bien entendu, mais aussi de renouvellement de génération, et de telle façon que personne ne passe à côté de ce qui fait notre bon fonctionnement et notre sécurité à tous. Et donc nous les avons distribués à tous, et nous les distribuons systématiquement à tout nouvel arrivant. Nous avons organisé des petits déjeuners d'accueil tous les 6 mois pour que les 15 nouveaux arrivants qui arrivent à peu près en 6 mois soient au courant au cours d'un échange d'1 heure et en même temps se sentent accueillis et en même temps commencent à connaître d'autres personnes et nous mélangeons les anciens et les modernes. Bernard, donc du coup, quand on préparait cette conférence aussi, parce qu'on se disait, bon, là, il y a la rotation naturelle, les gens vendent, et puis il y en a de nouveaux qui arrivent. J'y viens tout de suite. Et vous arrivez, là, je vous lance le sujet, du coup, mais vous arrivez aussi, c'est qu'il y a le Airbnb, là, on en parle. J'y viens tout de suite, Xavier. Je vous dirais juste un dernier point, que effectivement les immeubles en grande hauteur sont finalement extrêmement bien sécurisés. Et ce qui m'a beaucoup frappé, et je le dis un peu pour tous, c'est que nous avons aussi une communication étroite avec les pompiers, avec la caserne de pompiers qui est à côté de chez nous. Ils interviennent en 7 minutes en cas de besoin. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que nous étions un des mieux sécurisés de Paris parce qu'ils savent où aller quand ils viennent chez nous. Et que dans des immeubles classiques, haussmanniens et autres, très souvent, on cherche les clés, on cherche l'arrière-cour, on cherche où il faut aller. Ils perdent beaucoup de temps. C'est important d'avoir un dialogue avec eux. Les pompiers, disons, vous faites appel aux pompiers, ils viennent souvent ou dans la résidence? Ils viennent pas particulièrement souvent, ils viennent s'entraîner chez nous. Ah oui, ok. Et donc ils nous connaissent très très bien. Et puis ils peuvent venir ponctuellement, évidemment, plutôt pour des accidents de personnes d'ailleurs, c'est ça. à l'heure actuelle. Ouais. Alors maintenant, oui, nous avons quelques nouveaux enjeux. Et pour lancer cette balle, nous venons de faire un petit dépliant d'accueil bilingue à destination des, entre guillemets, Airbnb. Parce que les Jeux Olympiques arrivent et que de toute façon, il y a une tendance de fond. Nous avons un immeuble qui est assez attractif par la vue sur Paris. Et il y a une tendance de fond parce que c'est extrêmement rentable pour un certain nombre de nos propriétaires ou copropriétaires à louer dans un contexte de location longue durée. Nous avons considéré qu'il s'agissait avant tout de faire connaître les consignes, les règles de fonctionnement à ceux qui nous rejoignent pour 2-3 jours, qu'il était juridiquement hasardeux d'interdire ces locations de longue durée et que si nous le faisions par rapport à l'enjeu financier pour les propriétaires, nous allions nous exposer à des litiges significatifs sur lesquels nous n'étions pas sûrs de gagner. Dans cette zone sur laquelle je ne me prononce pas sur les fins dernières, nous avons fait le choix d'abord d'informer. Et donc, nous avons fait, à destination de tous les loueurs et à destination de tous ceux qui nous rejoignent pour 2 ou 3 jours, un petit livret d'accueil en français et en anglais, dans lequel nous leur présentons les caractéristiques de la résidence, nos règles de bien vivre,
les espaces qui sont autorisés, ce qu'on y fait, les horaires, etc. Et puis les consignes de sécurité. Ouais. La sécurité incendie. Alors, je reviens là, je fais tourner la parole. Merci pour cette présentation et on va revenir à vous. Effectivement, David, on voit que des nouveaux usages dans les copropriétés font qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui ne sont pas forcément sensibles, là, je vous parle à vous tous, à ces consignes de sécurité dans ces immeubles de grande hauteur. Et donc, ça peut être une faille de sécurité. Alors, c'est une faille de sécurité, bien évidemment, et je rejoins monsieur. Ça reste de la pédagogie, de la communication, de l'information. Rentrer dans des actions coercitives, on peut toujours les mettre en œuvre. Elles sont longues, elles sont coûteuses. À la hasardeuse, elles peuvent l'être, et je vous le confirme. Chaque situation étant différente, il faut prendre, tel que ça a été fait sur la résidence plein ciel, de le prendre de manière plus globale. C'est-à-dire que la société aujourd'hui évolue vite, très vite, beaucoup plus vite que l'harmonisation de la réglementation ou des nouvelles dispositions. Donc il faut aussi travailler, phosphorer sur comment apprécier ou appréhender encore une fois ces nouveaux enjeux pour que le risque soit minimisé sans pour autant ou limité, puisqu'il est toujours difficile d'arriver à un risque zéro. Mais c'est surtout ça, et c'est toute la difficulté. Alors, bon, sur des résidences comme ça, c'en est une, mais chaque immeuble est différent. Et toute la complexité, c'est comment pouvoir communiquer. C'est vraiment un cas d'espèce, et malheureusement, nous en avons. Et je vous avoue que parfois, souvent d'ailleurs, nous n'avons pas possibilité de faire autrement que de contraindre, donc contraindre différemment par des contrôles d'accès, par une forme d'interdiction, mais au bâtiment et non pas, ou contraindre à l'accès, plus que interdire, puisqu'interdire, vous ne savez pas ce qui se passe derrière les portes palières des appartements ou autres. Et c'est un enjeu de société. Quand on parlait tout à l'heure en prenant le café, vous disiez il y a un immeuble que je gère sur lequel on ne sait plus qui rentre et qui sort dans cet immeuble parce que c'est devenu presque que du Airbnb. Alors sans le citer, mais le responsable unique de sécurité est à ma gauche, donc il connaît bien les enjeux autant que moi. Les premiers enjeux, lui et moi les portons. Nous portons de fortes responsabilités. Quand je parle de responsabilité civile, certes, mais pénale, à l'égard de nos instances qui nous contraignent, et à juste titre, de rendre des comptes auxquels nous ne pouvons répondre par manquement, non pas professionnel, mais par tout simplement le pouvoir, la prérogative qui ne nous appartient pas, de pouvoir contrôler ces flux entrants. Et donc nous travaillons différemment. Nous avons fait des visites, encore une fois, et je les en remercie, avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Alors nous servons plutôt d'exemple inverse. C'est le risque étant majeur, les pompiers sont venus pour comprendre ce qui était bloquant et ce qu'il fallait entreprendre même à leur niveau pour ne pas réitérer une expérience malheureuse, parce qu'on va l'appeler comme ça, du passé. Donc le travail est conjoint et vraiment, encore une fois, avec grand discernement, mais humilité, pour que vraiment on s'aperçoive du risque majeur que ça peut entraîner. Alors, ça pouvait paraître totalement désuet tout à l'heure, le cliché qui avait été présenté sur un chargeur de téléphone portable. Mais c'est le cas d'espèce. Voilà, on ne s'aperçoit même pas de ce que ça peut engendrer derrière un incendie, puisqu'on parle d'incendie.
sur les personnes, alors ça serait catastrophique, mais ne serait-ce que sur les biens, et derrière toute la conséquence que ça a pour remise en place, rénovation, et surtout poursuivre l'activité et l'exploitation des bâtiments. Jean, je voulais en profiter pour... et puis on va revenir après à Bernard là, sur le sujet, parce que je voulais qu'on parle des vides d'ordures aussi dans ces immeubles. Je voulais en profiter pour qu'on fasse un petit rappel réglementaire, parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure, parce qu'il y a les immeubles de grande hauteur, là, ceux dont on parle, mais il y a les immeubles de moyenne hauteur. Donc il y a des obligations aujourd'hui qui convergent un peu. Oui, mais c'est quoi l'immeuble de moyenne hauteur? Oui, mais globalement, ça ne change pas grand-chose en termes... Là, tout à l'heure, on parlait de mise en sécurité, et le référentiel, effectivement, n'est pas le même en fonction d'un immeuble de grande hauteur. Quand j'invoquais aussi les bâtiments d'habitation plus traditionnels, les immeubles de moyenne hauteur. Mais pour le coup, sur l'analyse qu'on vient de faire, la mise en sécurité est différente puisqu'on ne traite pas de la même manière ces établissements-là, donc en termes d'installation, d'équipement. Mais globalement, le sujet reste totalement identique. C'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes problématiques sur un immeuble de grande hauteur, parce qu'on va devoir effectivement gérer, on parlait des locations saisonnières, on va devoir gérer cette situation-là. On va devoir informer de la même manière sur les autres bâtiments, voilà, ces mêmes contraintes, je dirais, ou donner en tout cas le même niveau d'information. Après, sur ce type d'établissement, ce qui change, c'est essentiellement les équipements de sécurité, les modalités aussi d'intervention des services de secours, puisque les services de secours n'interviennent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes moyens aussi à mettre en œuvre. Là, on est dans je dirais dans un certain confort avec les immeubles de grande hauteur, puisqu'on a en plus un service de sécurité, donc qui va quand même gérer un certain nombre de problématiques, et notamment en cas d'incendie. Mais c'est vrai que globalement, sur les problématiques qu'on évoquait là, globalement, même si on est sur un immeuble de grande hauteur ou de moyenne hauteur ou d'établissement, je dirais même un établissement de parking, on est sur des mêmes problématiques, puisque de toute façon, on a à donner, et c'est ça le point le plus important, ce qui a été très bien dit sur finalement l'information qui est communiquée aux arrivants, qui restent là 2-3 jours, c'est de tenter en tout cas d'informer au maximum pour que, aussi d'un point de vue purement de responsabilité, les uns et les autres puissent dire tout simplement qu'on a fait en sorte de donner un niveau d'information important, et que les gens ensuite puissent réagir dans de meilleures conditions. Bernard, pour les vides d'ordures, donc effectivement, on voulait en parler parce que finalement, c'est un point sur lequel on veut les supprimer aussi aujourd'hui dans les bâtiments, mais ça pose des problèmes techniques. Les vides d'ordures posent un vrai problème parce que nous voulons les supprimer. Nous voulons les supprimer pour toutes les nuisances que ça crée, de bruit, de saleté, d'hygiène. Et puis, en particulier dans l'immeuble de grande hauteur, c'est une colonne d'air, et donc le risque en cas d'incendie. Donc il y a quasiment unanimité, je pense, dans notre résidence. Ça suppose de revoir nos flux de poubelles, il y a des choses comme ça, mais il y a unanimité. Donc nous voulons les condamner, mais pour les condamner, il faut soumettre cela à la préfecture, et la préfecture nous impose à ce moment-là, dans chaque appartement, d'enlever les vidoirs et d'installer des parois coupe-feu. Et compte tenu du nombre de vides d'ordures que nous avons, c'est un très gros budget. Et c'est et c'est très compliqué parce que dans un certain nombre de cas, nos propriétaires ont caché les vides d'ordures, ont installé des meubles devant, donc il faut casser, etc. Donc au plan pratique, nous nous trouvons dans une situation qui est une impasse, où nous sommes prêts à condamner les vides d'ordures, à visser les vidoirs et à condamner les vides d'ordures, et où l'investissement qui est exigé par la préfecture est tel que ça ne passe pas. Et donc le mieux est l'ennemi du bien. C'est un exemple de contradiction pour moi. Jean, il y a un commentaire là sur ces... Le commentaire... C'est une faille de... Non, c'est pas une faille, c'est un point de vue qui est différent. L'administration, à partir du moment où on va indiquer sur un dossier, en prévision un dossier de travaux, où on va condamner, donc on va neutraliser ces systèmes-là, ces locaux vides d'ordures et surtout conduits. Il va y avoir certaines exigences de rendre coupe-feu ce conduit totalement, notamment au niveau des dévidoirs, et donc de traiter aussi la partie locale par lui-même.
Et donc, effectivement, comme ça a été dit, ça engendre et ça nécessite un certain nombre de travaux qui ne sont pas négligeables, que certains font, hein, malgré tout. Mais pour le coup, l'administration, elle va se positionner dans une vision très rigide, mais qu'on peut comprendre, hein, d'ailleurs, où ce qu'elle veut, c'est, à partir du moment où on propose un tel dossier, c'est d'avoir l'assurance que ce sera totalement neutralisé dans les conditions requises avec des degrés coupe-feu suffisants. Voilà. Juste pour rappeler Allez-y. Non, Voilà. Puisque vous parliez des nouveaux risques, je voulais juste évoquer un petit risque auquel on ne pense pas. C'est le développement des livraisons à domicile et les flux de carton que cela crée. Et comme nous ne souhaitons pas que les livreurs à domicile se répandent dans la résidence avec les problèmes de sécurité que ça pose, tout ça est déposé dans notre loge et crée des flux qui sont inflammables dans une tour en grande hauteur. Donc ça nous amène à repenser nos espaces. Donc c'est une petite illustration, mais le vélo électrique, ça en fait partie. Il y a des modes de consommation qui évoluent et qui créent des besoins de repenser la façon dont nos immeubles traditionnels Comment vous avez fonctionnent. traité d'ailleurs les vélos électriques et les trottinettes électriques, vous, dans votre résidence? Il y a un local sur lequel... Nous avons des locaux vélos qui sont interdits aux véhicules électriques, enfin aux vélos électriques, et nous avons réservé un local sécurisé pour les vélos électriques. D'un point de vue incendie, finalement. Oui, oui, absolument. Et dernier point de réflexion générale, nous avons aussi des enjeux énergétiques qui méritent quelquefois de penser au niveau du quartier. Et donc nous sommes en train d'engager une réflexion, parce que c'est très compliqué d'utiliser par exemple nos toits-terrasses, nous avons beaucoup de toits-terrasses, c'est très compliqué de savoir comment on les fait évoluer. Est-ce qu'on installe du photovoltaïque? Est-ce qu'on les végétalise? Est-ce qu'on met du thermique solaire? Est-ce qu'on les surélève? Donc ça, ce sont de gros enjeux, tant sur nos budgets que sur les enjeux climatiques, et qui font intervenir, alors c'est comme à Ravalement, énormément de parties prenantes. Et donc nous sommes en train de mener une réflexion avec deux quartiers, avec les autres copropriétés semblables qui nous entourent, pour voir comment nous pouvons aborder ce sujet ensemble. Quand on est dans un projet genre de rénovation énergétique, est-ce qu'il y a des copropriétaires, beaucoup de copropriétaires qui nous regardent? Est-ce qu'il y a, d'un point de vue dossier, on parlait de dossier à transmettre à la préfecture, c'est quoi les contraintes, c'est quoi les plannings? De la même manière, Jean-Paul pourrait nous répondre. Hein, Jean-Paul, sur la manière dont on transmet les dossiers, on monte les dossiers. Oui. Les dossiers sont importants. Ils sont très longs à faire. Ils doivent être assez méticuleux parce qu'on a affaire à une administration qui, elle, en sait plus que nous. Donc, il ne faut pas se faire prendre au piège d'avoir mal monté un dossier. C'est ça le problème de ces dossiers de rénovation. Oui. Il faut le donner au début du dossier, au début du projet. Oui, il faut le monter très vite. Il faut le monter très vite. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était très long. Il faut pratiquement une année entre le moment où on a décidé de faire le projet et le moment où on a toutes les autorisations. Enfin, tout au moins dans un cadre de grande hauteur. Oui, qui est plus complexe. Si tout va bien. L'administration, elle peut s'y opposer. Elle peut émettre un avis défavorable ou conditionner son autorisation. Donc, parfois, il faut y revenir. C'est ça. Et bon, là, on a quand même la contrainte de l'immeuble de grande hauteur qui reste quand même une particularité. Hein. Donc, c'est des dossiers très complets. Donc, l'instruction est longue et il peut y avoir effectivement des allers-retours. On parlait tout à l'heure du C+D, mais parce que la difficulté, c'est effectivement pas forcément des produits qu'on va mettre en place, ce que j'ai dit, mais c'est aussi de ce qu'on peut découvrir et de ce qui peut être demandé en complément par l'administration sur des points qui étaient acquis et qui finalement ne devaient peut-être pas être modifiés ou ne avaient pas forcément été pensés comme ça. Donc c'est ces contraintes-là qui peuvent s'ajouter en tout cas à de tels dossiers. Mais pour répondre à la question, oui, c'est dès le départ. Le principe quand même, alors ce qui n'est pas toujours fait, mais le principe c'est le dossier est déposé, accepté, on démarre les travaux. Et quand on ne fait pas ça, ce qui arrive aussi très fréquemment, alors peut-être pas sur de tels projets, mais en tout cas sur d'autres projets, quand on ne fait pas ça, on est toujours exposé, on a toujours un risque d'avoir un complément de dossier sur des travaux qui ont démarré et qui, dans certains cas, peuvent remettre en cause ce qui a déjà été engagé. Donc d'où l'importance de vraiment traiter ça vraiment correctement.
vous serez rappelé par la patrouille un jour ou l'autre, de toute façon. Donc autant prendre le temps de faire, de bien faire, et d'échanger pour véritablement avoir le socle dur. Et effectivement, la rénovation énergétique, en ce qui nous concerne, on n'en est pas la première, c'est un peu la boîte de Pandore. C'est-à-dire que l'administration, les immeubles, ça a été évoqué pour Plein Ciel tout à l'heure, ont quand même que quelques dizaines d'années, et la réglementation, les normes ont évolué. Donc il y a une forme de Rattrapage. alors pas de rattrapage, mais de profitabilité à l'opération pour tenter d'améliorer ou de grader ou de corriger ce qui n'a pas été fait par nos aïeux. Oui. Sur les immeubles, je fais une petite digression. Sur les immeubles de moyenne hauteur, quand on fait une rénovation énergétique, est-ce qu'il y a des obligations de déposer des dossiers d'un point de vue sécurité incendie? On est de toute façon dans la même contrainte, oui, tout à fait. En général, c'est un permis de construire de toute façon qui est déposé. Ce permis de construire, on y intègre les dossiers techniques, et de la même manière, on va établir ce qu'on appelle une notice de sécurité, éventuellement les fiches produits des travaux mis en œuvre, et on a la même contrainte, c'est-à-dire que les produits qu'on va mettre en œuvre doivent être incombustibles. Enfin, donc c'est globalement, même si le référentiel que j'indiquais n'est pas le même, il y a peut-être une moindre complexité, mais en tout cas la démarche est exactement la même, et il y a de toute façon, et dans ces cas-là d'ailleurs, et impérativement dans tous les cas, à déposer un dossier, et ce dossier doit être vraiment complet. Voilà, donc il faut en prendre conscience. Une question, alors je prends une question d'Alain, qui dit, voilà, je suis dans un immeuble collectif R+3, donc c'est plutôt un petit bâtiment en termes de hauteur, hein, construit en 2005. En 2020, le syndic décide de mettre des portes communes qui séparent les couloirs des étages et les portes de la cage d'escalier, avec une plaque rouge écrit porte coupe-feu. Voilà, donc qui a fait ça? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Voilà, c'est quoi les obligations? Alors déjà, je ne répondrai pas si on a le droit de le faire, parce que ça dépend évidemment de l'historique de l'établissement, mais globalement, pour faire ça assez simple, si on a un escalier encloisonné, alors ce qui ne semblait pas être le cas, on peut apporter des améliorations, on peut en tout cas tenter d'encloisonner cet escalier. J'imagine qu'à l'époque, lorsqu'ils ont fait ça, ils ont fait une étude et une analyse de la situation. Donc ça contribue, alors sans connaître évidemment le détail, mais cela peut contribuer, ou cela contribue à améliorer le niveau de sécurité, à encloisonner, si j'ai bien compris, cet escalier, et c'est un élément important, même dans ces petits établissements qui n'ont pas tout à fait les mêmes obligations. Alors, il est relativement récent, l'immeuble, donc normalement, il était déjà régi par un arrêté qui s'appliquait à l'époque, et on avait déjà ces dispositions-là et ces escaliers encloisonnés, hein, en général. Mais pour répondre à la question, oui, de toute façon, on est dans le cadre de l'amélioration. Et là, pour le coup, on contribue à rendre, je dirais, d'encloisonner cet escalier pour que, d'une part, les intervenants, les services de secours interviennent dans de bonnes conditions, mais surtout que les usagers puissent évacuer aussi dans de très bonnes conditions. David, je voulais revenir sur un sujet. Dans les immeubles de grande hauteur, souvent, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était le cas du bâtiment la Tour Verdi, on est dans une copropriété qui elle-même est dans une autre copropriété. Bon, il y a des enchevêtrements juridiques de statuts. J'avais noté les AFUL, les ASL. Bon, enfin, et donc, est-ce que ça amène aussi de la complexité dans la gestion d'un projet? Alors, ça apporte forcément d'autres points à traiter. Surtout sur les Juste pour redécrire finalement les structures juridiques qu'il peut y avoir sur ces immeubles. Pour celle-ci, mais comme pour d'autres, hein, c'est plutôt c'est dans la relation avec les autres entités ou les autres administrateurs pour qu'effectivement ça soit fluide. Moi, je ne connais pas très rarement d'IGH, en tout cas parisien, qui ne soit pas rattaché, à part peut-être Plein Ciel qui est autonome, je pense, quasi sur l'ensemble. On a toujours une entité supérieure ou inférieure. Bon, la tour de... Il y a plusieurs conseils syndicaux qui sont imbriqués finalement. Alors pas forcément, là c'est plutôt, vous avez des services, des équipements collectifs qui sont mutualisés.
et qui nécessitent d'être pris en considération. Là, en l'occurrence, nous sommes en présence d'un syndicat secondaire qui lui-même dépend d'un syndicat principal. Donc il faut aussi emmener l'autre entité dans notre projet, déjà par pure courtoisie entre confrères, mais surtout parce qu'à un moment donné, il y aura forcément, nous serons forcément confrontés, nous avons été confrontés, ne serait-ce que sur les approvisionnements de chantier, sur l'assiduité encore plus importante des agents de sécurité et présents sur les sites dans le cadre de l'opération, parce que le risque est quand même présent. Donc voilà, il y a toute une organisation aussi plus large, et je finirai là-dessus. Et puis sur les aspects mutualisation d'équipements collectifs, dont le combustible, le chauffage et autres, qui font partie de la rénovation énergétique. Et quand nous dépendons d'une autre entité, a aussi ses conséquences. Mais chaque situation est différente, donc il serait difficile de pouvoir détailler davantage. Et puis, encore une fois, je finirai là-dessus. Ce qui a été évoqué tout à l'heure par monsieur, c'est qu'effectivement, l'objectif, c'est de transformer ce budget de fonctionnement, de charge, en budget d'investissement. Il faut savoir qu'aussi, la rénovation énergétique, on a un peu critiqué les pouvoirs publics, mais les pouvoirs publics ont aussi un grand intérêt, c'est qu'aujourd'hui, ils subventionnent une tour comme celle qui a été évoquée, donc la tour Verdi. Nous sommes à 42% d'aide et subventions collectives dans le cadre du projet global. Donc c'est aussi un enjeu économique, budgétaire, financier. C'est ce pourquoi aussi un effet de levier pour s'engager à l'avenir de ces immeubles qui ont 50, 60 ans et qui sont encore là, je pense, pour de nombreuses années. Voilà, du coup, ça peut constituer le mot de la fin, c'est-à-dire qu'il y a cette rénovation énergétique qui est subventionnée, et c'est l'occasion, je le retiens, de mettre à jour aussi, de mettre à jour cette sécurité incendie dans ces bâtiments. On va pouvoir, donc il est 10h30, on va donc arrêter là, parce qu'on a fait à peu près un tour d'horizon, et puis on a un petit cocktail là. On va pouvoir en discuter avec le public. On peut applaudir les conférenciers pour cette présentation.